Et grand temps qui est donc consacré ce soir au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Avec nous pour en parler, Emmanuel Alcaraz, historien. Je signale d'ailleurs qu'on vous présente souvent comme faisant partie de la nouvelle génération d'historiens qui nous permet de sortir un peu des sentiers battus concernant l'histoire de l'Algérie. Vous êtes notamment l'auteur du livre L'Algérie et ses mémoires des origines au Hirak. On voit la couverture, c'est aux éditions Karthala. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Messieurs, d'abord peut-être une image, c'est l'image du jour, le plus grand défilé militaire depuis l'indépendance. Il n'y en a pas eu depuis d'ailleurs 1989. Les autorités algériennes ont choisi de marquer les esprits visiblement. À qui s'adresse le message, Emmanuel Alcaraz ? Je dirais que c'est une démonstration de force. Ça s'adresse à la société algérienne pour montrer, on est toujours dans la culture de guerre, pour montrer en ce jour d'indépendance que c'est le mythe d'une indépendance qui a été perdu et retrouvé par les armes. Et je pense qu'aussi ça s'adresse aussi aux voisins marocains. Donc c'est une démonstration de force qui est adressée aux voisins marocains au moment où il y a des risques de conflit, des risques de guerre quand même assez élevés. Enfin en tout cas une menace avec le conflit du Sahara occidental et de fortes tensions. Un message intérieur, message extérieur. Slimane, peut-être sur la forme, vous étiez enfant pendant cette guerre d'Algérie. Un défilé militaire, c'est toujours sobre, c'est toujours carré, c'est réglé au millimètre. Mais tout de même, il n'en était pas tout à fait de même il y a 60 ans. Oui, moi j'ai assisté à la plupart de ces défilés entre, disons, 1962, où il y a eu le premier, jusqu'aux années 70. Mon père m'y emmenait. Et en fait, à l'époque, il y avait... Le premier cortège, c'était les combattants de l'indépendance, les vétérans, suivis par les parachutistes et les autres corps de l'armée. Et ensuite, à la soviétique, il y avait le char du ministère du Travail, le char du ministère de la Santé, du ministère des Textiles, de l'Électricité, de la Jeunesse et des Sports, et même des majorettes. Là, ou des infirmières, par exemple. Et là, ce qui est particulier, symptomatique, c'est qu'il est un défilé exclusivement militaire. Comme pour mieux rappeler effectivement que l'armée, on va en parler après sans doute, avait encore beaucoup de poids dans le pays. Mais d'abord donc 60 ans d'indépendance. Quel bilan? Laure de Matos. Alger et toute l'Algérie se souviennent ce mardi de ce 5 juillet 1962 où le pays s'est finalement libéré du joug colonial français. 132 années de domination, exactement. Mais pour beaucoup d'observateurs, l'héritage colonial a pesé encore longtemps, pendant plusieurs décennies, sur la jeune nation. Et les objectifs de l'indépendance ne sont aujourd'hui encore pas atteints. Construire un pays démocratique et social, c'était le but de la guerre de libération. Et il est vrai que beaucoup a été fait dans le domaine social, éducatif, économique, dans celui de la santé, mais ça reste insuffisant par rapport au potentiel du pays et aux attentes de la population. Un bilan en demi-teinte donc, 60 ans plus tard. Après la décennie noire qui a duré jusqu'au début des années 2000, Abdelaziz Bouteflika a été le dernier président algérien à avoir fait la guerre d'indépendance, jusqu'à être contraint à la démission en 2019, poussé par le mouvement du Hirak. Un mouvement de contestation qui disait la frustration de la population algérienne. Frustration économique notamment. Le PIB par habitant a bien sûr bondi en 60 ans. Il était d'un peu plus de 200 € en 1962, mais tourne aujourd'hui modestement autour des 3 600 €. L'économie algérienne demeure très dirigée, ultra dépendante des revenus du pétrole et du gaz. Les entreprises, certaines matières premières et produits alimentaires largement subventionnés. L'entreprise, d'une manière générale en Algérie, est beaucoup plus consommateur de ressources que entreprise qui produit de la richesse. La réalité, aujourd'hui, est de passer d'une économie bureaucratisée, d'une économie coupée des marchés, à une économie de compétition. Les célébrations de ce 60e anniversaire sont l'occasion de tisser un lien entre celles et ceux qui ont vécu sous l'Algérie française et les quelques 2 générations qui ne l'ont pas connue. Voilà, Emmanuel Alcaraz, l'historien que vous êtes, quel bilan il tire? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui a fonctionné, c'est qu'il y a quand même eu des réalisations qui ont été faites en Algérie depuis 1962. Notamment, je sais que sous l'Algérie indépendante, on a davantage construit de barrages qu'à l'époque coloniale. Mais ce qui n'a pas fonctionné, en fait, c'est qu'il y a une dépendance à l'égard de la rente pétrolière et des difficultés à diversifier l'économie, à trouver un autre modèle. Pas d'autosuffisance alimentaire notamment? Tout repose sur les importations, c'est voulu, l'agriculture a été sacrifiée.
compliqué. Au départ, il y a eu un mode de développement socialiste qui a été choisi dans les années... Pourquoi c'est voulu ? Ça a été voulu parce que en fait tout est importé. Il y a certains acteurs du pouvoir ont des intérêts économiques dans l'importation. Du lait, par exemple. Et puis il y a eu aussi des choix. Et le blé. Des choix de choix d'une agriculture socialiste qui a un peu échoué dans les années 70. Après il y a eu une ouverture économique et on va dire qu'il y a quand même des difficultés à s'adapter à la mondialisation. Ouais. Sur le plan politique. Sur le plan politique, on est quand même dans un régime qui est autoritaire, où l'armée est l'acteur dominant. L'armée est le garant de la Constitution. Les pouvoirs de l'armée ont été renforcés dans la nouvelle Constitution qui a été adoptée. Et beaucoup de militants du Irak sont emprisonnés pour des délits d'opinion. Il suffit d'écrire quelque chose qui n'est pas au goût du pouvoir sur les réseaux sociaux pour se retrouver embastillé. Pas plus tard qu'hier, il a promis, je crois, le président Tebboune, le chef d'état-major des armées, hier, Slimane, sur le poids de l'armée, on dit souvent que c'est un régime militaire. Qu'en est-il ? Abdelmajid Tebboune se déclare, lui, président élu démocratiquement. Qu'en est-il ? Oui, alors, le pouvoir, les autorités algériennes s'insurgent quand on dit cela, mais le comportement, je veux dire, le déroulé de la vie politique, ces péripéties, les figures qu'on voit dans la télévision montrent que si ce n'est pas un pouvoir militaire, en tout cas, l'armée est omniprésente et elle est survalorisée, notamment dans la télévision. Par exemple, lorsque vous voyez un préfet qui est sur le terrain pour aller inaugurer une petite usine, il y a toujours des officiers de l'armée avec lui. Mais pourquoi ? Parce que l'armée de libération nationale a précédé même l'embryon étatique algérien et que du coup ça se pérennise. Oui, l'armée, évidemment, l'armée est antérieure à l'État. C'était la seule institution en fait qui fonctionnait au moment de l'indépendance. Ouais. Donc il n'avait que pour construire l'État algérien, il n'y avait que l'armée qui était la seule institution qui fonctionnait. Ouais. Donc on va dire que l'armée est un acteur politique majeur, mais il y a quand même une façade civile avec des partis politiques, même si on est dans un régime de pluralisme limité, un régime autoritaire. L'aspect positif. C'est une armée politisée. Une armée politisée. Pourquoi elle est politisée ? C'est-à-dire que... Elle ne reste pas dans ses casernes ? Normalement, dans un cadre idéal, l'armée, c'est le corps de bataille au service d'une représentation politique qui est civile. Dans la plupart des pays qui ont une très forte armée, le ministre de la Défense est un civil. Il y a une commission parlementaire de la Défense. Bref, ce sont des civils qui décident des équipements de l'armée et du ministère de la Défense. Je ne vous ai pas demandé ce que vous retiendrez de positif, pardonnez-moi Slimane, des 60 ans d'indépendance. D'abord, comme dirait certains, l'Algérie est responsable de ce qu'elle fait de bien et de ce qu'elle fait de mal. C'est aussi le prix de l'indépendance. D'abord, un des progrès les plus spectaculaires, c'est l'éducation. Il y avait 14% d'enfants algériens qui allaient à l'école en 1954. Aujourd'hui, tous les Algériens sont scolarisés. Pas toujours d'un très bon niveau, mais personne n'est largué. Et il y a 110 ou 120 instituts universitaires et universités, donc avec des centaines de milliers d'étudiants. Et ça fait d'ailleurs une crise de croissance, puisqu'une bonne partie des diplômés ne trouvent pas de débouchés. Le chômage des étudiants diplômés. C'est tout à fait exact. Et le problème, c'est que aussi beaucoup de diplômés veulent partir, veulent aller s'installer à l'étranger. Les médecins, en Europe, au Canada, beaucoup. En Europe, au Canada, oui. Il suffit de voir les services d'urgence en France. Donc il y a quand même une fuite des cerveaux, dont pâtit l'économie, algérienne. Mais c'est tout à fait exact. Parce qu'elle n'est pas diversifiée. Donc elle ne peut pas absorber les diplômés qui sont formés chaque année. Et c'est tout à fait exact de dire que la situation, il y a eu quand même des choses qui ont été faites au niveau de l'éducation par rapport à l'époque coloniale. Alors on va voir, ça a été rappelé notamment avec la date de 1954. On va parler de la situation tout à l'heure entre la France et l'Algérie, mais d'abord bien sûr le Hirak. Ça a été une étincelle pacifiste, si l'on peut dire, dans l'Algérie nouvelle. Des images qui ont fait le tour du monde. Que s'est-il passé ? Que reste-t-il de ce mouvement ? Il y a eu la crise de la Covid qui explique beaucoup, et puis il y a eu aussi une répression politique. Ce mouvement a tardé aussi à se structurer, à s'organiser. Donc on va dire que ça ressemblait un peu sur ce point, j'allais dire, si on veut comparer, toutes choses étant égales par ailleurs, aux Gilets jaunes. Une difficulté à s'organiser, à se structurer. On manifeste régulièrement tous les samedis, tous les vendredis, mais une méfiance aussi parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des dirigeants qui émergent et qui soient récupérés par le pouvoir. Mais il y a eu quand même des militants qui ont surgi, je pense à Karim Tabou, qui s'imposent comme des figures aussi très populaires. Et en fait, mais il y a eu aussi une forte répression. Par exemple, l'association RAGE, Rassemblement Action Jeunesse, qui a été dissoute. Vous avez eu des responsables associatifs et de partis politiques qui ont été emprisonnés. Il y a aussi, je crois, un manque de tradition et de culture démocratique qui a fait que les manifestants, qui étaient des millions,
n'ont pas été capables de nommer au moins une coordination nationale et de désigner des interlocuteurs de par cette méfiance aussi. Pour aller porter leurs doléances auprès du pouvoir, et une incapacité aussi du pouvoir à saisir l'occasion d'avoir des interlocuteurs qui étaient pacifistes, qui étaient ouverts, de leur tendre la main pour, avec la société, faire une transformation mais pourquoi ce pouvoir n'est pas si machiavélique quand on voit le coût de l'indépendance haute? Qu'est-ce qui bloque sur ce pouvoir? C'est garder la part du gâteau? Quel est le problème? On a parfois du mal. Qu'est-ce que ça coûte au pouvoir algérien de tendre la main à ces manifestants pacifiques? Parce qu'il veut garder le pouvoir, justement, il ne veut pas le partager. Au début, la crise du Irak vient parce qu'il y a eu une crise de succession au sommet de l'État algérien entre deux clans militaro-civils qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un successeur au président Bouteflika. Et c'est cette crise par le haut, c'est pour ça qu'après il y a eu ces manifestations. La candidature du président Bouteflika a été vécue comme l'humiliation de trop. Mais il faut aussi signaler aussi la grande maturité des militants du Irak qui ont été justement pacifistes et qui ne sont pas tombés dans le piège de la violence. Le pacifisme n'exclut pas la capacité de s'organiser, de se structurer et d'aller négocier. Alors messieurs, on est le 5 juillet, on le disait, l'Algérie commémore son indépendance, mais il y a eu aussi ce jour-là le massacre des Européens à Oran. Une gerbe a été déposée au Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, qu'ébranlie à Paris par Emmanuel Macron. Alors là, on va parler de la question mémoriale avec vous, cher Emmanuel Alcaraz, et vous n'êtes pas tout à fait tendre avec la politique d'Emmanuel Macron en la matière. Vous dites qu'il y a des petits pas, et il y a un en même temps de la part du président français qui a tenté de concilier les irréconciliables et a provoqué des crises diplomatiques. Vous dites qu'il il est tombé dans le calcul politique. C'est une hypothèse. Il y a eu aussi le contexte des élections présidentielles. En fait, il a cherché, il y a une véritable volonté. Déjà, c'est un président, ça a été le premier à transgresser les codes. C'était le premier à faire une déclaration en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. C'était Alger. Voilà. Et ensuite, en tant que président, il a créé des attentes. Et après, il a lancé aussi, c'est le président qui a été aussi le plus loin sur le plan des gestes mémoriels. Mais après, il est probable qu'il y a aussi une part de calcul politique, notamment dans le contexte des élections présidentielles, avec l'idée un peu de satisfaire tous les groupes de mémoire, que ce soit dans notre société, les associations issues de l'immigration. En même temps, après tout, pour apaiser, pourquoi ne pas effectivement parler du massacre d'Oran? Pourquoi ne pas... Parce que vous nous dites. Parce qu'il ne va pas jusqu'au bout, si vous voulez. Enfin, à ce stade, peut-être que dans le Macron 2, il va peut-être approfondir les jalons qui ont été posés, mais il ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, sur le massacre du 17 octobre 61, il n'a pas reconnu la responsabilité de la République française. Il a mis en cause, notamment, certains ont dit que c'était un crime de préfecture. Le préfet Papon. Il ne va pas jusqu'au bout. Selon moi, le fond du problème, au fond, vraiment, ce n'est pas tant la réconciliation que l'acceptation de conséquences totalement imprévues de la fin de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, en 62, le leadership algérien et français pensait qu'avec l'indépendance, chacun allait rentrer chez soi, penser ses blessures, penser à l'avenir. Résultat, il y avait 400 000 Algériens en 62 en France. En 70, il y en avait 800 000. Et aujourd'hui, il y a plus de descendants d'Algériens sur le territoire de l'Hexagone qu'il n'y avait d'Algériens dans toute l'Algérie en 1830. Il y a plus d'Algériens dans la seule agglomération marseillaise que d'Algériens dans toutes les capitales des 22 États arabes frères réunis. Mais ça, c'est la question démocratique, puisque ça se passe bien en France. Il y a des mariages mixtes, vous nous rappelez souvent. J'en arrive à mon raisonnement. Oui, évidemment, les mariages mixtes. Donc, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont des franco-algériens. Donc les peuples n'ont pas besoin de se réconcilier. Ce que je veux dire, c'est que le leadership, les deux leaderships, n'arrivent pas à accepter cette réalité. Et il y a une greffe démographique algérienne dans le corps social français qui est irréversible. Et il y a une greffe culturelle française en Algérie, ne serait-ce qu'à travers la diaspora, qui est aussi irréversible. Or, des deux côtés, il y a des noyaux durs qui n'acceptent pas cette réalité et qui portent cet héritage comme une grossesse indésirable. Comme une grossesse indésirable, on a vu ce titre, Je t'aime moi non plus, c'est un peu ça. Merci Emmanuel Alcaraz, merci beaucoup Slimane pour votre éclairage.